comme effectivement l'année dernière, et comme je pense à de nombreuses reprises, je suis heureuse de me retrouver parmi vous, parce que certes, il y a les journées qui se déroulent une fois par an, mais il y a aussi d'autres interventions qui peuvent être faites, d'autres colloques qui peuvent être faits sur les troubles 10, et je suis donc très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je dis ça parce qu'il y a un des médecins qui est ici présent et qui est venu faire de façon assez récente une conférence dans mon département il y a peu à la MDPH, qui avait été très appréciée par l'ensemble des professionnels présents. C'était un samedi après-midi. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis des Pyrénées-Orientales. Ça veut dire je suis du sud. Et donc c'était un samedi après-midi où il devait faire, à mon avis, au moins 25 degrés et un grand soleil dehors. Hein, si vous vous en souvenez, je pense. Et bien malgré ça, parce que d'habitude le samedi après-midi, quand il fait ce temps-là, si vous voulez, dans le sud, les gens ne sont pas enfermés dans une salle à une conférence. Et bien là, il y avait trop de monde par rapport à la capacité de la salle, en fait. Il y avait 300 personnes, la salle elle a une capacité limitée. Donc on voit bien que c'est vraiment un sujet qui intéresse. Et il y avait à la fois des professionnels et des parents, et c'est aussi ça une des qualités que je trouve à l'ensemble des colloques et des conférences qui peuvent être organisées sur ce sujet, c'est justement de mélanger. Parce que je crois que les expertises peuvent venir de tous les côtés. Bien sûr, expertise des professionnels, expertise des enseignants, et puis aussi expertise d'usage, comme on dit de façon très technocratique et ne l'est pas du tout, des parents et des familles. Et puis bien sûr, expertise des personnes elles-mêmes, parce qu'il y a aussi des personnes 10 qui sont adultes et qui peuvent venir donner leur avis. Alors je suis venue bien sûr pour réaffirmer bien sûr ma volonté de poursuivre les efforts pour donner toutes les chances de réussite aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui ont des troubles 10. Et je voudrais rappeler à cette occasion, même si parfois j'ai l'occasion un petit peu de me répéter, l'objectif que nous avons au gouvernement et mon objectif en termes de politique du handicap a toujours été le même, c'est-à-dire de faire en sorte de permettre que toutes les personnes en situation de handicap, qu'elles soient enfants, qu'elles soient adultes, et quel que soit le type de handicap, de permettre l'émancipation et de permettre la liberté de choix. Ça paraît très ambitieux, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de problèmes à la fois de diagnostic, de pas d'accès à tel ou tel type de prise en charge ou d'accompagnement, on se dit, mais vouloir la liberté de choix, alors là c'est carrément utopique. Eh bien non, moi je persiste à dire qu'il faut qu'on arrive à cet objectif-là, et qu'il est fini le temps où on considérait que parce qu'on avait tel ou tel type de handicap, il fallait aller dans tel ou tel type de structure, ou tel type de parcours scolaire. Je crois qu'il est important, au contraire, que nous, les pouvoirs publics, on puisse offrir une palette, et qu'ensuite ce soit les personnes elles-mêmes qui puissent choisir quel est leur propre objectif. Ceci étant précisé, je veux prendre par exemple l'école, parce que je crois que c'est un thème évidemment important quand on dit accès à tout, liberté de choix. Bien sûr, il y a l'école, il y a les loisirs, il y a la culture, il y a le sport, il y a la formation professionnelle, il y a le travail, il y a le logement, enfin tout ce qui comprend la vie courante. Et pour ce qui concerne l'école, je veux bien sûr vous dire un mot, puisque vous en avez parlé, des plans d'accompagnement personnalisés et des fameux PPS, puisque projet personnalisé de scolarisation. C'est vrai qu'il y avait eu des inquiétudes l'année dernière, et je ne doute pas qu'il y en ait encore. Pour moi, ça fait aussi partie de la palette de liberté de choix. Parce que très clairement, les plans d'accompagnement personnalisés, donc ils sont demandés par la famille ou proposés par le conseil des maîtres, le conseil de classe avec l'accord de la famille, après l'avis du ministère de l'Éducation nationale. Et dans certains cas, il y a des gens qui veulent se passer des démarches auprès de la MDPH. C'est pas tout le monde qui veut, mais il y en a certains qui veulent. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que ce soit du coup une obligation dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si les gens veulent à tout prix, au contraire, passer par la MDPH, il faut qu'ils puissent avoir cette possibilité-là. Et si au contraire, ils veulent simplement des adaptations à l'école, que ce soit un matériel ou des mesures pédagogiques, ça vaut le coup d'essayer comme ça. Alors j'ai bien conscience que probablement ça ne fonctionne pas pour l'instant encore idéalement, mais en tous les cas c'est l'objectif poursuivi.
Au sujet de l'école, donc, je veux vous dire évidemment que je travaille main dans la main avec la ministre de l'Éducation nationale, qui je crois sera demain à Lyon pour justement participer à une manifestation, un colloque sur les troubles 10. Je crois que c'est important que ce soit pas seulement, bien sûr, la secrétaire d'État au handicap qui s'exprime sur ces thèmes. Vous savez, j'ai un rôle qui est très interministériel. Et donc, en ce qui concerne l'école, c'est bien sûr la ministre de l'Éducation nationale qui est la plus à même de s'exprimer, mais simplement sur des données quantitatives. Par rapport à 2011, c'est plus 30% d'enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Et c'est vraiment le mouvement que l'on souhaite entraîner. Alors ça concerne tous les types de handicap, pas simplement les troubles 10. Et pour pouvoir accélérer ce mouvement, nous avons décidé, le président de la République a décidé, de transformer tous les postes de contrat aidé d'AVS qu'il y avait jusqu'à présent, parce que vous savez que les AVS, il y en a les auxiliaires de vie scolaire, comme on disait jusqu'à présent, il y en a à peu près 80 000 en France, et il y en a une immense majorité qui était en contrat aidé. Une immense majorité, un peu plus de 50 000. Et l'idée, là, c'est de transformer tous ces contrats aidés qui étaient des contrats précaires en contrats pérennes, d'abord des CDD sur 6 ans, et après 6 ans, transformer en CDI, justement pour que ça devienne un vrai métier. Parce que, oui, vous pouvez l'applaudir, effectivement, que ça devienne un vrai métier, à la fois sur le plan du type de contrat, mais aussi de la formation. Parce que je pense que vous savez que jusqu'à présent, la formation des AVS peut être extrêmement variable, mais surtout, ce n'était pas un diplôme d'État. Et ça fait donc 2 ans et demi que le ministère des Affaires sociales travaille à un diplôme d'État qui sera valable pour 3 types d'auxiliaires, les auxiliaires de vie scolaire, les auxiliaires de vie sociale à domicile et également en établissement. Donc ce qui concerne ce dont on était en train de parler, c'est pour les auxiliaires de vie scolaire. C'est un DE donc, qui se fera sur 2 ans, où il y aura évidemment de la validation des acquis d'expérience. En fait, tout est prêt, il est prêt ce diplôme. Il y a juste des derniers ajustements à faire en termes d'équivalence de diplôme par rapport à d'autres voies que les personnes auraient pu prendre. Mais j'ai bon espoir qu'il soit effectif, que les personnes puissent s'y inscrire d'ici la fin de l'année 2016. Parce que pour moi, il y avait 2 choses dans les AVS. Il y avait à la fois le fait de reconnaître qu'il fallait des vrais contrats, parce qu'un contrat aidé, vous savez très bien que ça a une durée déterminée, donc au bout d'un moment, les gens s'en vont, et après, ça change d'AVS pour l'enfant, etc. Et puis, le fait que ça devienne un vrai métier, donc un diplôme d'État sur 2 ans, ça paraît parfaitement justifié. Alors, après, c'est pas moi qui vais écrire le contenu scientifique du diplôme d'État, hein, donc ce qu'il y aura sur les troubles 10 dans le diplôme d'État, je fais confiance, je sais que vous serez suffisamment présents, ça et là, pour aller rappeler ce qu'il faut mettre dans les programmes. Sur la formation donc, des AVS, je viens de vous en parler, il y a bien sûr aussi celle des enseignants qui est absolument cruciale, et les choses évoluent aussi, puisque désormais dans le cahier des charges de la formation initiale, eh bien, il est prévu que les différents processus d'apprentissage soient identifiés. Là, je parle sous contrôle probablement d'un certain nombre d'enseignants, parce que moi, c'est pas forcément effectivement la question que je connais mieux, la formation initiale des enseignants, ne l'ayant pas fait moi-même. Et dans le cadre de la formation continue, donc des modules spécifiques sur les troubles 10 qui existent, pour les enseignants donc, qui en font la demande. Et puis il y a bien sûr des guides spécifiques sur l'enseignement et l'apprentissage des élèves 10 qui sont disponibles sur le portail qui s'appelle EduSchool. Et puis il y a des merveilleuses journées organisées par la Fédération des 10 et parfois des colloques dans les départements, et je pense que c'est tout aussi utile. Il y a bien sûr des familles qui font le choix d'une scolarisation dans des classes spécialisées, enfin certaines familles qui, en tout cas de façon collective, avec les professionnels, font le choix de cette scolarisation-là. Et la circulaire du 21 août 2015 de l'Éducation nationale demande bien qu'il y ait une identification de ces classes spécialisées qu'on appelle les ULIS, spécialisées 10, dans les départements. Donc il faut qu'il y en ait qui voient le jour en fonction des besoins. Donc ça et là, on voit émerger ce type de structure, bien sûr sûrement trop lentement quand on est soi-même concerné dans un département particulier,
mais c'est en train d'apparaître. Ceci étant, moi je redis que je tiens beaucoup à ce que les personnes et les enfants en situation de handicap ne soient pas mis à part. C'est pour ça que je milite activement pour l'accompagnement individualisé au sein de classes mélangées en fait. Parce que je suis convaincue aussi que c'est comme ça qu'on fera avancer les stéréotypes sur le handicap. C'est en mélangeant les enfants et la maternelle dès le plus jeune âge. Et ça, c'est valable pour tous les types de handicap. Alors évidemment, je me rends compte que sûrement ça peut créer des difficultés en termes de prise en charge pédagogique. Mais en revanche, en termes de faire évoluer les mentalités de la société tout entière, à mon sens, c'est quand même le meilleur moyen. Il y a par ailleurs un autre travail qui est en cours au ministère de l'Éducation nationale, qui est l'amélioration des conditions d'accès des collégiens en situation de handicap aux filières professionnelles et à l'apprentissage. Et là, il y a donc une circulaire du ministère qui traite de l'orientation des stages et de l'attestation des compétences qui doit sortir en novembre. Pour ce qui concerne les études supérieures, je pense que vous savez que seulement 9% des élèves en situation de handicap parviennent à faire des études supérieures, alors que ce chiffre-là, pour la population générale, il est de 28%. C'est pour ça que nous sommes fixés comme objectif, c'est le président de la République qui l'a fixé, le fait que les universités adoptent un schéma directeur handicap dans les 3 ans. 40% des universités l'ont déjà fait. On se l'était fixé lors de la CNH de 2014. Donc 40% c'est pas mal parce qu'il n'y en avait que 2 universités qui avaient un schéma directeur au moment où on l'avait dit. Et je reste convaincue qu'on va arriver assez rapidement à la totalité des universités. Ça compte parce que ça facilitera les démarches des étudiants qui ont des troubles 10 et qui nécessitent des adaptations pédagogiques particulières en fait. Parfois, c'est des adaptations qui peuvent être mises en place dans le secondaire, au collège ou au lycée, et puis après, il n'y a pas la suite. Et donc, il est important qu'il puisse y avoir ces schémas, parce que cette transition, elle ne se fait pas toujours de façon fluide, on va dire. Et un exemple très simple, un travail a été entrepris depuis l'année dernière avec la référente handicap de l'Université de Saint-Étienne, qui vise à la mise en place justement de passerelles entre le lycée et l'université pour les élèves concernés, avec l'idée de reprendre des éléments du PAP, le fameux programme à l'école, et ces éléments-là, donc, les transposer à l'université lorsque les besoins de l'étudiant le nécessitent. Je crois que c'est important qu'on puisse capitaliser sur ce type d'expérience, parce que des petites expériences comme ça, il y en a un petit peu partout, et je crois qu'il est important qu'on puisse les échanger pour pouvoir les démultiplier, et c'est un des objectifs que j'ai pour le comité interministériel du handicap qui doit se tenir début décembre. Alors évidemment, à partir du moment où on travaille sur l'accès à l'école à tous les niveaux, puis ensuite l'accès aux études supérieures ou à la formation professionnelle et à l'apprentissage, après il y a toute la question de l'accès et du maintien dans l'emploi, qui est essentielle. Alors bien sûr que ça passe par la sensibilisation et la formation des professionnels du secteur de l'emploi, du secteur de l'insertion et de la formation professionnelle, mais aussi par l'adaptation des postes, mais aussi par l'accompagnement humain. Et c'est vrai que c'était une remarque, un des sujets que je discutais beaucoup avec Myriam El Khomri, la ministre du Travail, c'est que jusqu'à présent, avec le FIPHFP et la GFIP, il y avait en France un système très bien fait pour l'adaptation des postes quand on est en situation de handicap et quand on se met à travailler. Mais pour un certain nombre de handicaps, par exemple, adaptation de poste parce qu'on est en fauteuil, adaptation de poste parce qu'il faut changer les logiciels de travail parce qu'on est malvoyant. Mais il n'y avait pas finalement de système adapté pour ceux et celles qui ont besoin d'un accompagnement humain. Pas un accompagnement, pas une prise en charge médicale ou sanitaire, hein, un accompagnement humain. Et donc ça se fait quand même, parce qu'il y a des associations qui avaient lancé des expérimentations, mais c'est vrai que ça n'était pas officialisé. Et c'est pour ça que nous avons créé le concept d'emploi accompagné dans la loi travail, dont tout le monde a beaucoup parlé, mais sans parler malheureusement de son volet handicap, qui pourtant est un volet extrêmement important, parce que c'est quelque chose qui est déjà fait dans d'autres pays, dont le Canada, l'emploi accompagné, et ça va permettre justement
que ce soit... alors, cet emploi accompagné, qui va le faire? Il y aura à la fois les services publics de l'emploi, mais aussi les secteurs médico-sociaux, les associations, enfin tous ceux qui souhaiteront pour cela monter des projets. Il va y avoir des fonds qui vont être votés dans le projet de loi de finances à hauteur de 5 millions d'euros. Et l'idée, c'est justement que pour tous celles et ceux qui ont un handicap, qui nécessitent un accompagnement dans la durée, pas forcément tous les jours, mais un accompagnement dans la durée, et l'employeur a aussi besoin d'un accompagnement dans beaucoup de ces cas-là, simplement parce qu'il a besoin qu'on lui explique quelles sont les adaptations à faire dans les modes de travail, par exemple, dans l'organisation du travail de son entreprise. Et bien tout ça, désormais, va être possible grâce donc à cette modification législative. Alors bien sûr, il y aura un décret d'application, et donc il y aura concertation. Et bien sûr, vous serez invités, mais je crois que vous passez déjà beaucoup de temps au ministère et dans les concertations, donc c'est sans fin. Quand il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui arrive. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que c'est comme ça que nous devons travailler. De la même façon, je voulais vous dire qu'il va y avoir un appel à projet accessibilité numérique qui va sortir très prochainement. C'était un projet que j'ai travaillé avec ma collègue Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Vous savez que dans le cadre des plans d'investissement pour l'avenir, ce qu'on appelle les programmes d'investissement pour l'avenir, les PIA, le Commissariat général à l'investissement, présidé par Louis Schweitzer, lance régulièrement donc, des appels à projets pour justement financer des innovations. Et donc, il va y avoir un appel à projet spécifique avec des fonds spécifiques réservés donc, au thème de l'accessibilité numérique. Et je crois qu'il faudra effectivement toutes les innovations qui peuvent participer à mieux accompagner et aider les enfants et les adultes avec des troubles autisme. Il faudra à ce moment-là répondre à cet appel à projet qui va arriver là dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, je veux aussi, bien sûr, alors j'avais prévu de vous parler du fait que la Haute Autorité de Santé avait enfin démarré ses travaux, mais vous l'avez dit, 6 mois pour les travaux de la Haute Autorité de Santé, je me trouve un petit peu optimiste, parce que connaissant le rythme, c'est quand même des travaux qui sont assez complexes, hein, parce qu'il faut faire la bibliographie de ce qui existe, etc. Il y a différentes formes de travail, etc. Bon, moi, déjà, ça a commencé, je crois que c'est bien, mais je pense qu'il faut partir sur une durée probablement un peu plus longue avant que vous ayez des conclusions vraiment définitives. J'ai bien entendu votre remarque sur les CMP et les CMPP, mais en fait, vous abordez la question aussi de, finalement, la formation, parce que là, on a parlé de la formation des enseignants, des auxiliaires de vie scolaire, mais il y a aussi la formation des professionnels de santé sur les troubles 10. Et ça, c'est la réalité. Et j'en discutais avant le démarrage de la conférence avec une de mes consoeurs. C'est clair que pour les médecins généralistes en particulier, ou qui ont des spécialités autres que les troubles de l'apprentissage, en réalité, les troubles 10, sauf peut-être maintenant les tout jeunes médecins, et encore, hein, je crois qu'ils savent pas tellement mieux. En tous les cas, les médecins de ma génération n'ont jamais appris ça c'est clair. Donc il y a clairement, effectivement, un travail de rattrapage à faire, qui se fait facilement, parce qu'il y a des publications sur le sujet, donc il suffit finalement de les lire. Il y a ce rattrapage-là, évidemment, pour tout aussi, tous les professionnels qui sont pas médicaux, mais qui peuvent être paramédicaux, ou proches, en tous les cas, du paramédical. Et ça, c'est un travail sur lequel nous sommes engagés. De la même façon aussi, la formation des professionnels des MDPH. Alors, la formation, disons que c'est plus... Vous vous rappelez qu'il y avait eu un guide sur les troubles 10 qui a été travaillé avec la CNSA et évidemment avec votre fédération, justement pour qu'il y ait une certaine uniformité dans les MDPH de reconnaissance des troubles 10 en fonction des territoires, parce que jusqu'à présent c'était assez aléatoire. Donc ce guide, il est sorti dans mon souvenir en 2015.
Fin 2014 ? Ouais, décembre 2014, ça va, j'étais pas très loin. Bon, on est là en octobre 2016. Moi, je pense que le temps que effectivement l'ensemble des professionnels de la MDPH s'approprient ce type de guide, c'est minimum 1 an. Je pense qu'à un moment donné, il faudra effectivement qu'on ait une évaluation pour voir si réellement les pratiques ont changé. Quand les gens m'en parlent un petit peu partout en France, c'est très contrasté en fait. Il y en a qui me disent oui, clairement, il y a eu un changement et ça se passe bien avec mon MDPH. D'autres qui disent ben non, pas encore tout à fait, etc. Donc on sait bien que ce type de choses peut prendre du temps. Et en ce qui me concerne, je souhaite aussi qu'il y ait, je vous l'avais déjà dit, que se développent des CESAD, c'est-à-dire des services d'accompagnement médico-social avec plusieurs types de professionnels spécialisés dans les troubles 10. Alors bien sûr que ça ne doit pas être la seule réponse, encore une fois, ça doit être dans la palette. Alors il y en a déjà, hein, puisque là j'en discutais justement dans certains départements, il y a un besoin avéré et les ARS travaillent déjà dessus. Mais je crois que dans les 180 millions d'euros de la stratégie pluriannuelle annoncée par le président de la République au mois de mai sur l'offre médico-sociale et en particulier sur la transformation de l'offre, je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement des finances réservées justement à des places de CESAD 10 pour permettre ces prises en charge. Mais de la même façon, il y a aussi les pôles de compétences et de prestations externalisées. Alors là, c'est là que s'il y a des enseignants dans la salle, je vais commencer à vous dire que dans le médico-social, on est au moins aussi, on a des mots au moins aussi techniques que dans l'enseignement, je le confirme. Surtout que moi, je n'étais pas de ce milieu-là au départ. Donc, les pôles de compétences et de prestations externalisées, c'est d'autant plus grave qu'en plus, c'était quelque chose qui n'existait pas avant, donc en plus, j'en porte la responsabilité, la maternité en quelque sorte. Vous allez me dire que j'aurais pu trouver un nom un peu plus simple. L'idée, c'est quoi? Au départ, c'est qu'il y a un certain nombre de... Au début, l'idée, elle est venue à partir des enfants, mais ça s'applique aussi aux adultes. Il y a pas mal de familles qui ont recours à des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé et donc pas pris en charge par la sécurité sociale pour des accompagnements divers et variés, que ce soit des éducateurs, des psychomotes, enfin bon. Et les familles, du coup, ont la plupart du temps du reste à charge. Ils peuvent avoir une part de PCH, mais sinon, la plupart du temps, ils doivent payer ces professionnels libéraux. Et l'idée des pôles de compétences et de prestations externalisées, c'est de faire travailler des professionnels libéraux qui, classiquement, n'ont pas une profession remboursée par la Sécu, auprès dans des structures assez souples, en fait, rattachées à du médico-social, mais pas dans le médico-social, rattachées simplement, qui fassent des vacations, en fait, et que du coup, ça donne accès à ces professionnels-là, aux parents et aux enfants, du coup, sans qu'ils aient besoin de payer. Alors, évidemment, ça ne peut pas s'ouvrir, ça prend un tout petit peu de temps. La circulaire, elle date du mois d'avril, et il y a les premiers appels à projets qui ont été lancés par les agences régionales de santé, qui pour l'instant ne concernent pas forcément d'ailleurs les troubles 10, mais il faudra qu'il y en ait, et encore une fois, dans la stratégie pluriannuelle et les 180 millions d'euros annoncés, moi je souhaite qu'il y ait un maximum de ces pôles de compétences et de prestations externalisées, parce que ça permet un accompagnement souple, variable dans le temps, parce que tous les enfants n'ont pas besoin forcément du même nombre d'heures par semaine, toutes les semaines, pendant une période indéterminée. Tout ça peut être aussi souple en fonction de ce qui est décidé par l'équipe. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt justement à offrir une palette diversifiée et avec des solutions de plus en plus souples, tout en permettant d'avoir accès à des professionnels qui pour l'instant peuvent être inaccessibles pour certaines familles qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est quand même aussi mon souci essentiel. Donc les outils sont là en fait pour créer tout un ensemble de choses. Et donc je crois que dans l'ensemble des départements, sur l'ensemble des territoires, maintenant c'est aussi à la fois aux ARS mais aussi aux associations de faire le bilan des besoins qui existent sur tel ou tel territoire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de solution, qui ont des troubles 10, comment ça se passe, etc. Et en fonction de quoi, eh bien, voir est-ce qu'il vaut mieux faire un CESAD, est-ce qu'il vaut mieux faire un pôle de compétences et de prestations externalisées. Bref, faire en sorte que tous les enfants puissent avoir des solutions, surtout pour qu'ils puissent avoir
des chances de réussite à l'école et pour pouvoir ensuite poursuivre leur parcours jusqu'à l'âge adulte et ensuite pouvoir choisir quelle est leur voie à l'âge adulte. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Évidemment, il y aurait sûrement encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais avant tout vous dire que, et je ne dis pas forcément à toutes les associations, toutes les fédérations, c'est un grand plaisir de travailler avec vous, parce que quelle que soit la situation, vous êtes toujours constructif. Vous avez parfois des critiques, vous venez de me signaler quelques petites imperfections dans une réponse que je vous avais faite, mais néanmoins, vous êtes toujours finalement dans une perspective d'amélioration et de co-construction avec le pouvoir public, pas du tout dans une logique qui pourrait être simplement de revendication, mais sans construction à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement appréciable, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on puisse avancer relativement vite, même si, évidemment, pour les parents et pour les personnes, c'est jamais assez vite. En tous les cas, je tenais à vous le dire, et moi, je n'ai pas connu les présidences d'avant, enfin, j'ai surtout eu affaire à l'équipe actuelle, mais bien sûr, je pense que tout ça est lié à la gouvernance et à l'ensemble de vos adhérents. C'est une belle façon de travailler, et je voulais vous le dire tout simplement et très honnêtement aujourd'hui, parce que je pense que c'était le moment et le lieu. Merci à vous tous.